Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler ici pas de l'apport d'une technique d'IA pour l'enseignement aux étudiants, mais pour les apports pour l'enseignant. Alors je vais avoir deux parties dans cette présentation, bien qu'elle soit courte. La première, l'objectif, ça va être de vous familiariser un petit peu avec qu'est-ce que c'est le clustering, vous avez peut-être déjà entendu le terme. Et la deuxième, ce sera plus précisément de dire maintenant, ce clustering, à quoi il peut me servir à moi en tant qu'enseignant. Alors, pour faire très simple, le clustering, c'est une technique d'apprentissage non supervisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non supervisé? Tout à l'heure, Sophie prenait l'exemple de classifier des chats. Si je montre à ma machine plein d'images de chats, au bout d'un moment, elle va déduire ce que c'est un chat, parce que je suis capable de lui dire ça c'est une photo de chat, ça n'est pas une photo de chat. Donc c'est ça supervisé, c'est je donne des exemples. Là, je suis dans une non supervisée, c'est-à-dire que je dis à ma machine, je n'ai pas d'informations a priori sur ce que sont mes groupes que je veux extraire, fais-moi des groupes qui te semblent les plus pertinents possibles. Alors, de manière générale, ça veut dire que je vais essayer de faire, j'ai un ensemble de personnes, alors dans ma présentation je vais prendre un ensemble d'étudiants, donc j'ai un ensemble d'élèves dans ma classe, et je voudrais essayer de faire des groupes parmi ces élèves qui sont les plus proches, donc dans lesquels les élèves sont les plus proches les uns des autres en fonction de ce que je donne en entrée de mon algorithme, et les plus éloignés si possible, 2 à 2. Alors, j'ai besoin d'avoir suffisamment d'élèves pour pouvoir faire ça, et j'ai besoin d'avoir un ensemble d'attributs qui décrivent mes élèves. Alors, il y a différentes variantes, je reviendrai très rapidement là-dessus, où je peux dire que je veux 3 groupes, ou alors je veux le meilleur nombre de groupes possible. Et puis, je peux dire que mes élèves sont forcément dans un groupe, ou ils peuvent être dans plusieurs groupes éventuellement, ou dans aucun groupe s'ils sont complètement à part. Alors, il y a plein de familles qui existent dans le clustering, donc c'est important de voir que clustering, ça n'est pas un algorithme, mais une famille d'algorithmes. Et l'algorithme que je vais vous présenter un petit peu plus en détail, parce qu'il est assez facile à comprendre, c'est un algorithme que j'ai marqué en rouge ici, qui s'appelle K-means. Donc, de manière générale, le fait qu'ici je sois en train de travailler sur du non supervisé, c'est plus difficile parce que je n'ai pas de point de référence. Donc pour savoir si j'ai fait un bon groupe d'élèves, c'est plus difficile. Je suis capable en tant qu'humain de dire oui, il y a un chat sur cette photo ou non, il n'y a pas de chat. Par contre, est-ce que c'est vraiment le meilleur groupe d'élèves que j'ai fait? C'est plus flou. Donc ça va être un peu plus difficile ici. Donc il va y avoir des métriques mathématiques pour voir ça. Et puis l'avis de l'expert, donc de l'enseignant, va aussi beaucoup compter. Alors le principe, quel est-il? Donc simplement, imaginez que là, j'ai une classe qui est représentée. Donc c'est mes élèves qui sont représentés dans un espace en 2 dimensions. Ils ont fait des exercices et j'ai mesuré, par exemple, leur gain d'apprentissage et le temps de réponse. Donc qu'est-ce que je vais faire pour essayer de faire des groupes là-dessus? Alors je travaille ici en 2 dimensions pour que ce soit compréhensible, mais évidemment, je pourrais avoir plus de 2 attributs pour décrire mes élèves, d'accord? Donc au départ, je vais dire, je mets des points un petit peu au hasard. Donc je vais faire, admettons que je vais faire 5 groupes avec mes élèves. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser des points qui vont être donc les centroïdes de mes clusters et je vais les déplacer petit à petit. Donc c'est les 5 points de couleur que vous voyez ici et je vais les déplacer au fur et à mesure. Donc admettons que ça ce soit ma position de départ. J'ai mis mes 5 points un peu au hasard dans mon nuage de points. Qu'est-ce que je fais? Je coupe mon espace en fonction des médiatrices. Donc la médiatrice qui passe entre le point violet et le point rouge, entre le point rouge et le point blanc et ainsi de suite. Et puis en fonction de ça, ça me donne un découpage. Donc je peux dire maintenant, tous les points qui sont en haut à droite sont plus proches du point jaune. Donc ce point jaune, je vais le recentrer parmi le nuage ici. Voilà, j'ai déplacé mes points, maintenant ils sont au centre de leur nuage respectif. Et puis je refais la même chose plusieurs fois. Donc maintenant, voilà comment sont mes points. Si je redécoupe, voilà ce que ça me donne. Et puis je les redéplace un petit peu, et puis au bout d'un moment, normalement, ça va se stabiliser, j'arrive à un partitionnement de mon espace. Donc là, je me dis, bah oui, j'ai effectivement quelque chose qui ressemble assez bien à ce que moi, humain, visuellement, je trouve qu'était la répartition, un moyen de découper mon nuage de points. Alors, notez qu'il est possible d'avoir des cas un petit peu particuliers, des valeurs aberrantes. Là, j'ai un étudiant qui est complètement en bas à gauche, qui a l'air assez différent malgré tout du cluster violet. Alors là, je vous ai montré un cas où tout se passe bien. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi simple dans la réalité? Pas toujours, il y a plein de questions à se poser. Par exemple, si j'avais mis mes points au départ dans une autre position, dans ma recherche, en faisant mon découpage successif, donc je refais les mêmes étapes de je coupe mon espace, je bouge mes centres, et ainsi de suite, là je vois que j'arrive sur une partition qui est quand même a priori moins bien que la précédente. Alors pourquoi? Parce que ça vient de la manière dont j'ai placé mes points au hasard, donc ça peut jouer sur la manière d'interpréter ensuite les clusters.
D'autres éléments qui peuvent poser problème, c'est comment je choisis le nombre de clusters. Alors, une technique assez classique pour dire est-ce que je vais faire un groupe, deux groupes, trois groupes dans ma classe. Alors, un groupe, ça n'a pas grand intérêt, on est bien d'accord. L'autre solution extrême, c'est de dire j'ai 30 élèves dans ma classe, je fais 30 groupes, donc un groupe par élève. Donc, évidemment, entre les deux, il va falloir placer le curseur quelque part. Donc, ce que je fais, par exemple, c'est j'essaye de faire différentes versions de mon algorithme. Donc, avec un cluster, deux clusters, trois clusters, et j'essaye de voir à quel point le fait d'augmenter les clusters, ça me permet d'expliquer les variances que j'observe sur mes élèves. Alors évidemment, dans le cas extrême où j'ai un cluster par élève, je corresponds exactement à mes données, mais c'est pas intéressant. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un point de cassure dans la droite. Là, je vois qu'avec un cluster, j'explique 40% de la variance, avec deux, 60%. Et puis je vois qu'à 4, ma courbe, elle a un point d'inflexion. Donc là, par exemple, je dirais que mon meilleur partitionnement pour ce jeu de données, ce serait 4 personnes. L'autre solution, c'est de demander à mes experts, finalement, si je donne à l'enseignant un découpage en 4 ou en 5, qu'est-ce qui, pour lui, fait le plus de sens? Est-ce que d'avoir ce groupe rouge au milieu, ça a du sens ou pas? Autre question, c'est comment choisir le meilleur partitionnement. Je peux avoir différents découpages de mon espace. Alors là, juste pour donner une intuition qui est cachée derrière cette formule mathématique, c'est juste de dire que j'essaye de mesurer la distance de chacun de mes points avec l'élément central. Donc par exemple, mon cluster rouge ici, je mesure la distance de tous les points au centre rouge. Et plus ils sont proches du centre rouge chacun, quand je fais la moyenne, meilleur va être mon cluster. Donc là, ma version de gauche sera meilleure que ma version de droite. Alors, il existe des variantes dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais juste pour vous dire que ça existe, où je peux avoir donc des clusters qui se superposent l'un avec l'autre avec des éléments qui sont en dehors, je l'avais mentionné. Ou alors, je peux avoir une autre approche qui est de dire je fais des regroupements 2 à 2, donc je prends les 2 élèves qui sont les plus proches, et puis ensuite j'essaye de voir, ça me donne un élève central, ici ce sera les élèves 3 et 6 sur ma figure à droite, et puis après, sinon j'essaye de voir qui sont après les 2 plus proches. Là, ce serait par exemple le 1 et le 8, et ainsi de suite, et donc je fais des regroupements successifs. Alors, voilà pour la philosophie générale de ce qu'est du clustering. Comment est-ce que je peux utiliser ça, moi, en tant qu'enseignant, dans ma classe? Alors, il y a plein de façons. Je vais vous donner un exemple d'application possible. Par exemple, quand on veut mettre en place de la pédagogie différenciée. Clairement, je ne peux pas aller expliquer individuellement à mes 30 élèves dans ma classe. Je sais que ce n'est pas aussi une bonne idée de faire une explication globale pour les 30 élèves, parce que je sais qu'il y a des niveaux hétérogènes, ils n'en sont pas au même niveau dans leur apprentissage. Donc si j'arrive à donner 3 ou 4 groupes qui sont faits en fonction de critères intéressants, je vais revenir sur ce point-là pour conclure, je vais pouvoir ensuite, par exemple, donner à mes élèves la possibilité d'avoir un apprentissage différencié. Donc ça fera le lien avec la présentation de mon collègue par la suite. Et puis l'autre solution, ça va être de dire, par exemple, j'essaye de faire des groupes pour avoir des élèves qui sont de même niveau, ou alors au contraire, aller prendre un élève dans un groupe et un élève dans un autre groupe et les associer pour qu'ils s'expliquent. S'il y en a un qui a compris une notion et l'autre ne l'a pas comprise, je peux les faire travailler ensemble ainsi. Alors, de manière générale, un des gros problèmes ici, au-delà du choix de l'algorithme, au-delà des problèmes que je vous ai présentés, c'est qu'est-ce que je donne en entrée à mon algorithme. Alors, je peux lui donner des choses qui sont très simples. Quand il passe dans un système numérique, je peux savoir quels exercices il a vus, quel exercice il a fait, est-ce qu'il a réussi ou pas les exercices. Alors, si je fais ça, je vais avoir des clusters qui vont être basés en gros sur sa compréhension des notions. Mais si je fais une analyse un petit peu plus fine de ces attributs et que j'essaye de construire, donc c'est derrière ce terme barbare de feature engineering, c'est en gros j'essaye de construire des attributs qui ont plus de sens pour l'enseignant. Par exemple, si je regarde le temps qu'il a passé, le fait qu'il a coché une réponse et puis que finalement il est allé cocher une autre réponse et qu'il a passé beaucoup de temps pour répondre à une question, ça me dit à moi qu'enseignant que même s'il a eu la bonne réponse au final, que la notion est seulement en cours d'acquisition, il la maîtrise probablement pas. Donc si j'arrive à faire ces analyses en entrée et de dire cet élève a hésité ou n'a pas hésité, je vais avoir pour l'enseignant des clusters de meilleure qualité par la suite. Donc de manière générale, on a tendance à dire qu'il y a une expression anglaise qui est garbage in, garbage out. Si je donne n'importe quoi à mon algorithme, j'aurai n'importe quoi en sortie. Et c'est tout le problème de ces algorithmes, c'est que vous aurez toujours un résultat en sortie. Il va toujours vous donner un moyen de découper vos étudiants, votre classe d'étudiants, mais ce ne sera pas forcément la meilleure. Et en sortie, juste pour donner une idée de comment est-ce que je pourrais donner ça à l'enseignant, je peux lui donner une visualisation qui ressemble à ça, en lui disant voilà des élèves prototypiques de tel ou tel groupe, parce que l'enseignant connaît sa classe, donc si je lui dis ça c'est les élèves qui sont plutôt comme celui-ci, déjà ça lui donne une information. Et puis je peux essayer de dire ça c'est des élèves qui ont a priori compris cette notion mais qui hésitent encore ou qui la maîtrisent ou pas. Donc pour conclure,
Le clustering, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent notamment de mettre en place de la pédagogie différenciée. Il existe plusieurs algorithmes donc qui peuvent avoir des avantages et des inconvénients chacun, et ne pas oublier qu'il y a toujours une part forte de subjectivité, que ce soit dans la nature des données que je donne en entrée. Si je donne des informations de mauvaise qualité, j'aurai des clusters de mauvaise qualité, et puis dans le choix du nombre de clusters ou dans la gestion des cas limites. Quand j'ai un élève qui est entre deux clusters, vraiment sur la frontière, finalement c'est peut-être à l'enseignant de choisir où mettre cet élève, parce que c'est lui qui saura à quel groupe il correspond le mieux. Donc finalement, pour conclure, un bon cluster, c'est un cluster qui est à la fois compréhensible pour l'enseignant et utilisable pour qu'il sache quoi faire avec. Merci beaucoup François.